Abdullah ibn Rachid se tenait au bord du désert rouge au lever du soleil, observant la lumière matinale transformer les dunes en laiton fondu. Derrière lui, la vieille ville portuaire de Sirajan s'éveillait bruyamment au son métallique des volets des commerçants et au lointain appel à la prière résonnant des minarets. Devant lui, le désert s'étendait vers l'ouest sur une douzaine de lieues avant d'embrasser la mer. La plupart des voyageurs traversant ce désert sculpté par le vent se hâtaient d'emprunter la route caravanière bondée qui longeait le rivage, mais le regard d'Abdullah se fixait sur la dune la plus haute où une crête pâle qui, sous la lumière changeante, ressemblait à l'épine dorsale d'un géant endormi. C'est là qu'il construirait la maison. Il avait à peine 30 ans, était le plus jeune architecte jamais agréé par la guilde de la pierre et du ciel, et pourtant son ambition était plus ancienne que n'importe quel monument de Sirajan. Tandis que d'autres apprentis mémorisaient des équations de Portance, Abdullah collectionnait les contes populaires, cartographiant chaque fable sur la topographie de son pays natal. Il croyait que les bâtiments pouvaient raconter des histoires comme les pages, que les murs pouvaient retenir le pouls d'une ville et la protéger. Cette conviction lui venait peut-être des nuits passées dans la bibliothèque de sa mère, à traduire des récits de voyages oubliés à la lueur des lampes à pétrole. L'odeur de l'encre se mêlait au vent du désert dans ses premiers souvenirs, ensemble, ils formaient une promesse qu'il était déterminé à tenir, écrire une architecture qui survivrait au sable mouvant de l'histoire. 3 ans plus tard, l'émir du Golfe annonça un concours, concevoir une retraite côtière qui symboliserait une nouvelle ère de commerce entre l'Orient et l'Occident. Les économistes parlaient en termes de chiffres qu'Abdullah avait du mal à comprendre, mais il se concentra sur une seule phrase enfouie dans le contrat, à ériger sur la ceinture de dune au nord de l'estuaire. La plupart des architectes hésitèrent. La ceinture de dune était connue pour son agitation, ce que le vent construisait à l'aube, il le démantelait au crépuscule. Les fondations s'y fissuraient comme la glace fine se fend sous les pas insouciants. Mais pour Abdullah, ce site impossible était un appel à la prière déguisé en défi. Ses mentors l'avaient prévenu qu'il courait droit à la ruine. Yasmine, l'ingénieur qui partageait autrefois le thé de minuit avec lui près des lampes à dessin, le retrouva sous les dattiers de l'académie. L'islam enseigne la gestion, lui rappela-t-elle, les doigts tremblants autour d'une tasse de café noir. Pourquoi évoquer un verset mettant en garde contre la construction sur le sable pour ensuite ignorer sa leçon? Abdullah désigna l'horizon où des grues planaient au-dessus de tours d'acier à moitié achevées. Ces versets mettent en garde contre l'arrogance, répondit-il. L'humilité n'interdit pas l'innovation. Elle l'exige. Lorsque le jury annonça les finalistes, le nom d'Abdullah arriva en tête de liste. Les investisseurs affluèrent comme des oiseaux de mer sur un canot de pêche. Ils louèrent son audace, mais chaque compliment comportait la même menace tacite, si notre argent coule avec vos fondations, votre réputation coulera avec lui. Il accepta les conditions, signant d'une plume de roseau qui ne trembla qu'une seule fois un scintillement que personne d'autre ne remarqua. Le chantier s'est élevé sur l'épine dorsale de la dune en quelques semaines. Des camions de marchandises livraient des pylônes d'acier et des membranes polymères forgées dans des fonderies lointaines, nanostructurées pour fléchir comme des tendons. La conception d'Abdullah reposait sur des ancrages profonds forgés dans le sable jusqu'à toucher le calcaire 15 mètres plus bas, associés à des plateformes flottantes capables de se déplacer sans se fissurer. C'était une alchimie d'ingénierie, une danse entre permanence et abandon. Le 5e soir, après le départ des équipes, Abdullah erra parmi les charpentes squelettiques et rencontra Farid Al-Khatib, un maçon retraité avant sa naissance. Farid était assis en tailleur à l'ombre d'une colonne à moitié dressée, son chapelet glissant entre ses doigts calleux. Sa barbe se reflétait dans le crépuscule comme le givre sur du charbon. « Paix à toi, mon fils, dit-il avant qu'Abdullah ne puisse lui poser des questions sur le chantier. « Que la paix soit sur vous, répondit Abdullah. « Pardonnez-moi, le domaine est fermé après le coucher du soleil. »« Je ne recherche ni infraction ni salaire, dit Farid. Son regard parcourut la colonne jusqu'au ciel brut. « Je suis simplement curieux de savoir quel verset, selon vous, maintiendra cette maison debout lorsque le vent hurlera. » D'une manière ou d'une autre, il avait perçu la ligne coranique ancrée dans le projet d'Abdullah. « Ce verset me rappelle l'humilité, répondit Abdullah. Mais l'humilité n'interdit pas l'innovation. »« C'est vrai, acquiesça Farid. Mais l'humilité se révèle souvent par la prudence. Dans l'histoire que nos mères nous ont racontée, l'homme qui bâtit sur le sable ne se contenta pas de mal juger le sol, il se trompa lui-même. Il rechercha d'abord les louanges, puis le refuge. Le défi a piqué la fierté d'Abdullah. Le Coran ne nous dit-il pas aussi de parcourir la terre et de voir comment la création commence, afin de comprendre, a-t-il rétorqué. J'obéis à ce commandement, je repousse les limites pour découvrir de nouvelles formes de miséricorde. Pitié,
répéta Farid en se levant avec une lenteur délibérée. La poussière tomba de son cafetan comme de la cendre. Alors, sois d'abord miséricordieux envers ceux qui dormiront sous ce toit. Promets-moi de tester chaque poutre 2 fois. Il fourra un carnet de cuir usé dans les mains d'Abdullah un manuel de mesure de contrainte annoté d'une écriture précise et précise. Utilise-le, ou ne le fais pas. Quoi qu'il en soit, souviens-toi que chaque calcul décrit une âme qui, un jour, fera plus confiance à tes calculs qu'à ses propres prières. Cette nuit-là, Abdullah rêva de la maison achevée, sa façade incurvée captant la lumière des étoiles telle la coque d'une arche céleste jusqu'à ce que l'océan surgisse sans prévenir, tel un mur noir engloutissant l'horizon et les fondations. Il se réveilla au goût de sel et au son des prières du vendredi provenant de la ville. À la mosquée, il retrouva Farid, épaule contre épaule dans la file des fidèles. Pendant le soujoud, Abdullah sentit le doute s'accumuler aux confins de sa conviction. Lorsque l'imam récita « Celui qui fonde sa foi sur la piété et la satisfaction d'Allah est-il meilleur que celui qui fonde sa foi sur le bord d'une falaise effondrée ?» Les mots sonnèrent trop près, bien qu'ils proviennent de la sourate At-Tawbah plutôt que d'Al-Baqarah. Le Coran semblait vivant ce matin-là, tissant différentes sourates en un seul avertissement. Ils partagèrent des dattes et du thé à la cardamome dans la cour. « Tu n'es pas le premier rêveur à croire pouvoir déjouer la nature, » dit Farid, le regard adouci. Nous avons lu le verset de la lumière et le verset du trône, nous savons que Dieu englobe toute ingénierie. La question est de savoir si nous construisons en serviteurs ou en rivaux. Alors aide-moi, supplia Abdullah. Prête-moi ton expérience pour que je puisse te servir. Les vieux os et la sagesse ancienne sont à vous, dit Farid en riant, si vous portez des pierres aux côtés des formules. La construction reprit avec une rigueur renouvelée. Farid supervisa les mélanges de mortier, insistant sur un ratio plus ancien que n'importe quel manuel. Yasmine recalibra les amortisseurs de vibration. L'équipe commença à considérer le projet non pas comme une simple cascade, mais comme une gestion responsable. Ils travaillèrent pendant les nuits du Ramadan sous des lanternes en forme de lune, rompant le jeûne avec une soupe de concombre fraîche et effectuant des tarawis parmi les échafaudages. Abdullah citait des hadiths sur l'excellence dans chaque action, les ouvriers répondaient par des plaisanteries qui jaillissaient comme des étincelles dans l'obscurité du désert. De l'autre côté de la clôture, les rumeurs se multipliaient. Les entreprises concurrentes prédisaient l'échec, les investisseurs se couvraient, les experts parlaient d'architecture vaniteuse. Chaque rumeur était comme un grain de sable dans l'œil d'Abdullah, infime mais implacable. Un matin de juillet, un sirocco s'éleva avec une fureur extraordinaire. La vitesse du vent doubla en quelques minutes, projetant la silice contre les supports en aluminium jusqu'à ce que l'air devienne opaque. Des capteurs hurlèrent pour avertir que les ancres se déplaçaient. Abdullah courait sur les passerelles, hurlant des ordres tandis que le sable lui piquait les joues. Au sol, Farid priait à haute voix, récitant « Allah n'échange que du bien contre ceux qui dépensent pour sa cause ». Cela ressemblait moins à une liturgie qu'à un algorithme secret régissant le vent et la miséricorde. Lorsque la tempête s'apaisa au crépuscule, le squelette tenait toujours debout, malgré les déformations de plusieurs panneaux flottants. Les ingénieurs déclarèrent que les réparations étaient possibles. Abdullah s'effondra sur le sable, les poumons en feu. Farid s'accroupit à ses côtés. La dune se courbe mais ne se brise pas quand on respecte son rythme, dit le maçon. Cette nuit-là, entre poussées d'adrénaline et épuisement, Abdullah griffonna 12 pages de révision, intégrant les notes de Farid à son plan directeur. Le croissant de la maison naissante ressemblait moins à un monument qu'à une prosternation ou une structure accomplissant un sujoud perpétuel face à l'immensité du désert. Au milieu de l'été, la maison commença à chanter. Le vent s'engouffrait dans des conduits dissimulés, produisant des sonorités rappelant celles d'un oud. Les passants s'arrêtaient sur la route côtière, fascinés. Les enfants pressaient leurs paumes contre la coque extérieure et sentaient les vibrations murmurées des versets traduits en résonance. Les journalistes l'appelaient « le Coran audible », bien qu'Abdullah insista sur le fait que les sons n'étaient que physiques, et non une révélation. Pourtant, l'effet était indéniable, la dévotion se fondait dans l'ingénierie, échos se rencontrant. Pourtant, au-delà des applaudissements, dans le couloir sombre de son esprit, le vieux verset résonnait encore, bâtir sur le sable, voué à l'effondrement. Il avait différé le verdict, non pas y avoir échappé. Le désert, tel le jour du jugement, attendait toujours, patient et impartial. Après l'essai du sirocco, le vent devint un compagnon constant, s'immisçant dans chaque calcul, chaque prière, chaque couloir inachevé de la maison naissante. Abdullah ordonna aux ingénieurs acousticiens de laisser d'étroites ouvertures invisibles dans la peau extérieure afin que chaque brise ajuste la structure différemment,
tel un qari déplaçant des maqams tout en récitant le Coran. L'idée lui plaisait, une architecture capable d'improviser des louanges, mais il savait aussi qu'elle servait un objectif pratique, un flux d'air contrôlé réduirait le soulèvement, incitant la dune à soutenir les fondations plutôt qu'à les combattre. Les semaines s'écoulèrent. Le chantier développa sa propre liturgie, la dent de l'aube déferlant sur les échafaudages vides, la percussion métallique des marteaux au lever du soleil, le silence de l'après-midi, lorsque la chaleur miroitait au-dessus de chaque outil, le coucher du soleil étirant de fraîches ombres lavantes sur l'acier, et le murmure lent de l'équipe de nuit sous les projecteurs pâles comme des lunes. Abdullah parcourait ces cycles comme des circuits autour de la Kaaba, traçant des arcs d'intention dans chaque couloir. Il dormait rarement, rêvant, éveillé, des trajectoires de charge et des valeurs de cisaillement du sol. Pourtant, même dans ce demi-sommeil, il se sentait observé non par des critiques ou des investisseurs, mais par des versets mémorisés dans son enfance, qui s'attardaient désormais entre les poteaux tels des anges gardiens scrutant sa sincérité. Un après-midi, un convoi de SUV noirs arriva, soulevant la poussière sur la route d'approvisionnement. Le ministre Saïd Al-Mourad, envoyé de l'émir et réputé faiseur de roi au Conseil national, en sortit. Sa délégation visita les lieux vêtus de lin immaculé, les pinces de leurs badges scintillantes. Le visage de Saïd resta lisse comme du basalte poli jusqu'à l'orgue, une galerie voûtée où des anches de cuivre poli canalisaient les rafales du désert en un accord grave et mélancolique. Là, il ferma les yeux, lorsqu'ils les rouvrirent, une trace d'humidité borda ses cils. « Mon père me récitait la sourate Ar-Rahman chaque soir », murmura-t-il, sa voix presque noyée dans le bourdonnement persistant. Entendre ces sons, c'est comme revenir dans cette pièce. Il posa la main sur une plaque de plâtre encore nue. Comment suscite-t-on la nostalgie? Abdullah hésita. Nous ne le ferons pas, dit-il. Nous invitons le vent à se souvenir pour nous. Saïd sourit, mais la légère inclinaison de sa tête suggérait la prudence. Souviens-toi aussi que la nostalgie est inconstante. Si la chambre échoue, les gens se souviendront des tempêtes de sable, pas des berceuses. Il déposa une carte de visite dorée sur une caisse de carreaux de céramique et partit sans un regard en arrière. Sous son titre, il avait écrit à la main un verset, « Et tout bien que vous entreprenez pour vous-même, vous le trouverez auprès d'Allah, il est meilleur et plus rétribué. » Cette nuit-là, Abdullah rassembla Yasmine et Farid dans la tente de prière improvisée perchée sur le versant abrité de la dune. Le froid du désert transperçait le sol en toile, mais les yeux de Farid brûlaient d'une conviction aveuglante. « On a dépassé les épreuves de résistance, » dit le maçon. « Il faut des épreuves spirituelles. » Amen. Les premiers résidents laissent la maison ressentir la peur et l'espoir humain avant de sceller le revêtement. Yasmine fronça les sourcils face à cette violation du protocole, mais Abdullah acquiesça. Les bâtiments, comme les gens, se raidissaient dangereusement face à la réalité. Mieux valait qu'ils se plient tant que les remèdes étaient encore à portée de main. Ils invitèrent donc les orphelins de Dar al-Amal, un refuge côtier voué à la démolition, à passer une semaine dans la maison inachevée. 27 garçons et filles arrivèrent avec des valises usées jusqu'à la corde et un silence prudent, habituellement réservé aux couloirs d'hôpital. Les ouvriers s'arrêtèrent pour déblayer les débris et aménager des dortoirs temporaires avec des fenêtres orientées vers la mer. Au crépuscule, les enfants découvrirent l'orgue avant et commencèrent à en suivre les échos le long de ses membrures, leur rire résonnant contre le cuivre. Yasmine pleurait ouvertement, Farid enregistra des mesures, notant comment les pas humains modifiaient la résonance. En milieu de semaine, un creux barométrique s'est creusé au large, dirigeant l'air humide vers le désert. Les instruments d'Abdullah annonçaient une tempête hybride moins violente que le sirocco mais plus forte, chargée de pluie, chargée de poussière saharienne. Debout sur le toit terrasse, il s'élevait les paumes vers le ciel tandis que les premières gouttes tombaient. Des ruisseaux boueux zébraient le béton brut. Les enfants criaient, glissant sur le sol glissant, leurs sandales projetant des arcs de sable humide. Au lieu de les mettre en sécurité, Abdullah observait des motifs se former sous leurs talons, chaque tourbillon de boue révélait où l'eau s'accumulait, où le ruissellement s'accumulait. Il marquait ses points pour réviser le drainage. La maison, semblait-il, lui enseignait par le jeu. Après la pluie, un étrange silence s'installa. La dune, saturée, s'affaissait par endroits comme de la pâte sous l'effet d'un excès de levure. Les capteurs indiquaient un affaissement de 3 mm dans les limites de la tolérance, mais un rappel brutal de l'impermanence. Farid s'agenouilla pour presser sa joue contre le gravier humide. Le sable négocie, murmura-t-il. Accordez-lui votre confiance et il tiendra bon autant qu'il croira que vous ne l'enchaînerez jamais. La confiance se transforma en ingénierie dès le lendemain matin, lorsque Yasmine proposa des manchons de semelles variables ou des colliers télescopiques autour des ancrages profonds,
capable de relâcher ou de resserrer la pression en fonction des micro-déplacements. Cela impliquait de réusiner la moitié de la sous-structure, un retard que les investisseurs détesteraient. Abdullah approuva sans hésitation. Mieux vaut une maison qui tient bon en retard, dit-il, qu'une pierre tombale ponctuelle. Il envoya au ministre Saïd un dossier détaillé, se préparant à une réaction négative. Au lieu de cela, Saïd répondit par une simple ligne, « Si vous abandonnez la cupidité, vous héritez de la patience. » Continuez. Une confirmation de financement était jointe. La nouvelle de la résidence pour orphelins a atteint les réseaux sociaux grâce au billet de blog d'un bénévole intitulé « Un navire du désert pour les enfants à la dérive vers l'espoir ». En quelques heures, des journalistes internationaux campaient aux portes du site. Des drones bourdonnaient au-dessus de nos têtes comme des frelons mécanisés. Les premiers titres vantaient la conception centrée sur l'humain. Le lendemain, des colonnes à contre-courant accusaient Abdullah d'exploiter des mineurs vulnérables comme cobayes. Les autorités de sécurité exigeaient des inspections. Yasmine s'occupait des bureaucrates, Farid calmait les ouvriers, Abdullah se réfugiait dans ses calculs, enfouissant son anxiété sous des intégrales. Pourtant, chaque nuit, il arpentait le couloir du dortoir pieds nus, récitant Ayat al-Kursi sur les enfants endormis, implorant protection non seulement contre l'effondrement, mais aussi contre le cynisme. La 6e nuit, une faible secousse parcourut la dune sans aucun signe météorologique, simplement le tassement du sol après la pluie. La maison réagit comme un être vivant, les ancres soupirèrent, les câbles de tension se relâchèrent, les conduits acoustiques changèrent de ton, produisant un accord si grave qu'il vibra jusqu'à la moelle osseuse. Abdullah se réveilla en sursaut. Les moniteurs ne détectèrent aucune défaillance structurelle, mais le bruit le perturba, lui rappelant cette scène coranique où la terre elle-même parlera au jour du jugement, énumérant chaque acte secret. Se précipitant en bas, il trouva Farid déjà assis dans l'orgue, la main appuyée sur une hanche de cuivre. « Elle prie », dit le vieux maçon. « Elle écoute son cœur. » Il guida la paume d'Abdullah vers le métal. La vibration ressemblait à une pulsation régulière, déterminée. « Une maison construite sur le sable peut encore tenir debout, » ajouta Farid, si son humilité surpasse sa hauteur. À l'aube, les inspecteurs arrivèrent, convoqués par la presse virale. Ils portaient des scanners laser, des caméras thermiques et un air sceptique renfrogné. Tandis qu'ils examinaient les soudures et les carottes, les orphelins se rassemblèrent sur la terrasse pour jouer une petite pièce qu'ils avaient écrite, Le sable et la pierre, une adaptation de la parabole coranique à l'aide de marionnettes fabriquées à partir de chutes de bois et de restes de fils de fer. Dans leur version, le sable était seul jusqu'à ce que la pierre leur promette un partenariat. Ensemble, ils découvrirent que seul l'équilibre les maintenait intacts. Les inspecteurs s'arrêtèrent pour observer, peut-être honteux de leur cynisme face à un art aussi sérieux. L'un d'eux murmura, « Cet endroit pourrait bien fonctionner. » Après avoir passé les contrôles de conformité, la maison a progressé vers son achèvement. Des panneaux de revêtement ou des coques composites émaillées de silice extraites des dunes locales scellaient les murs extérieurs. Sous le soleil, il scintillait d'un or fauve, sous la lune, d'un bleu argenté, imitant le rythme des marées. Les cours intérieures étaient fleuries de plantes succulentes résistantes au sel, disposées en spirale, évoquant la géométrie coranique. Les eaux grises recyclées les alimentaient par des canaux capillaires, témoignant du respect de l'environnement. Pourtant, même si les apparences se durcissaient, les questions fondamentales restaient floues. Abdullah construisait-il un sanctuaire ou un spectacle? Les investisseurs ont rebaptisé le projet « Le phare de la réconciliation », programmant des sommets internationaux des mois avant l'inauguration. Les équipes marketing ont proposé des visites holographiques et des tapis de prière à l'effigie de la maison. Abdullah sentait la propriété lui glisser entre les doigts comme du sable sec. Il demanda conseil au cheikh Adil, un érudit qui enseignait le tafsir dans une madrasa en bord de mer. Ils s'assirent sous un olivier surplombant les vasières, la lumière du soleil se reflétant sur les grues au loin. Abdullah raconta chaque triomphe et chaque doute. Le cheikh écouta, les paupières mi-closes, puis cita un hadith, « Allah est beau et aime la beauté ». Il tapota le sol de sa canne. Mais la beauté recherchée pour les applaudissements se fane. Rends ton IA aussi solide que le roc, et aucune tempête ne te déracinera. Pendant combien de temps l'intention doit-elle être renouvelée, a demandé Abdullah. À chaque battement de cœur, répondit le cheikh, car le sable se déplace sous chaque pas. C'est pourquoi nous retournons à la prière 5 fois par jour, l'architecture de l'humilité. Abdullah rit doucement, réalisant que le cheikh avait repris la conception structurelle, des fondations variables s'ajustant à chaque instant. Il retourna sur le chantier d'un pas léger. Le soir même,
il réunit l'équipe et récita le verset qui avait donné naissance au projet, la parabole de ceux qui dépensent leurs biens pour la satisfaction d'Allah et celle d'un jardin sur une colline fertile. Il expliqua que la richesse ne se résumait pas seulement au capital, mais aussi à l'artisanat, à la sueur de son front et à la patience. Nous sommes des jardiniers, leur dit-il, nous entretenons une colline de sable jusqu'à ce qu'elle porte un abri au lieu de figues. Le test final arriva sans prévenir. À 3h07 du matin, un séisme de magnitude 6,2 se fit entendre sous le plancher océanique. Les murs du port de Sirajan se fissurèrent, dômes antiques s'entrechoquèrent, le verre des bureaux du centre-ville vola en éclats. Sur la dune, les ondes sismiques rencontrèrent des couches de sable humide et sec, amplifiant le mouvement comme un bol d'eau renversé. Les alarmes hurlèrent, les ancres fléchirent jusqu'à atteindre leurs limites, les dalles flottantes glissèrent de quelques centimètres. Abdullah sprinta sur les passerelles tremblantes, se rappelant la demande de Farid, tester chaque poutre 2 fois. Ils avaient testé 3 fois, mais jamais contre cette épreuve. Lorsque les secousses cessèrent après 59 secondes éternelles, un silence plus épais que la nuit s'abattit. La lampe frontale d'Abdullah fendit la poussière pour révéler des colonnes encore debout. Les montants portaient des marques de tension dans les limites de la tolérance. Une seule victime apparut, un panneau d'inscription doré portant la basmala était tombé et fissuré. Abdullah le souleva, les lèvres pleines de sable. Yasmine le rejoignit, la voix tremblante, la maison est vivante. Mais à quel prix, se demanda-t-il à voix haute. Elle désigna le dortoir. Les orphelins, restés une semaine de plus en attendant la préparation d'un nouveau logement, en sortirent indemnes, en pyjama. Ils rassemblèrent les fragments du panneau brisé et les disposèrent sur un tapis comme des pièces de puzzle jusqu'à ce que la calligraphie se lise à nouveau entière, les fissures formant de nouvelles veines de lumière sous les rayons des lanternes. Farid observait, les larmes trempant sa barbe. Chaque cicatrice est une signature de survie, murmura-t-il. Que le monde les voie. Les équipes de presse arrivèrent à l'aube, s'attendant à la ruine et trouvant la résilience. Les gros titres changèrent de ton, miracle du désert, une maison de sable résiste au tremblement de terre qui a secoué la côte. Les dons affluèrent à Dar al-Amal, des entreprises concurrentes demandèrent des recherches conjointes sur les fondations adaptatives. Les investisseurs qui avaient prédit la catastrophe prétendirent désormais avoir prédit. Abdullah ignora les louanges et les reproches, parcourant seul le périmètre jusqu'à ce que l'Adam al-Maghrib colore le ciel de rouge vermillon. Il se prosterna sur le sable frais, sentant la terre respirer sous son front, et prononça les seuls mots qui lui semblaient honnêtes, « Rabbi Zidni ilma ô mon Seigneur, augmente mon savoir ». Lorsqu'il se releva, il vit que l'horizon s'était brouillé, le vent entamant sa répétition nocturne. Mais ce soir, sa tonalité était différente, la gratitude se résumait en grains, comme si la dune elle-même murmurait « Amin ». Les jours qui suivirent le séisme se déroulèrent comme les versets d'une sourate de patience, chaque ligne révélant à la fois péril et promesse. Le vieux port de Sirajan réparait sa digue fissurée, pierre après pierre, mais la maison n'avait guère besoin de réparation, il suffisait d'écouter. Abdullah organisait des réunions quotidiennes où ouvriers, ingénieurs et même les orphelins parlaient de ce qu'ils avaient ressenti pendant la secousse, certains se souvenaient d'un bourdonnement grave et profond, d'autres d'une berceuse de dunes mouvantes. Yasmine reportait leurs témoignages sur un immense graphique, superposant sensations humaines et données sismiques jusqu'à ce qu'émotions et mathématiques se superposent en bandes lumineuses. Farid qualifiait la carte de sermon de résilience, preuve que la foi et la physique pouvaient partager la même chair. Pourtant, au-delà de la courbe protectrice de la dune, le scepticisme s'est regroupé. Un consortium d'architectes rivaux a déposé une injonction, arguant que les fondations adaptatives de la maison violaient les codes de construction élaborés pour les structures statiques. Abdullah s'est rendu dans la capitale pour défendre sa position devant le Conseil national de sécurité. La salle d'audience ressemblait à une nuit désertique emprisonnée dans le marbre, ombre froide, lumière crue et un public de statues anonymes. Le ministre Saïd était assis parmi les intervenants, mais ne montrait aucun signe extérieur d'allégeance. Lorsqu'Abdullah soumit ses schémas techniques, l'auditeur principal, un homme aux lunettes argentées et aux sourcils invisibles, s'interrogea sur chaque écart par rapport à la conception conventionnelle. Sa voix était dénuée de toute malice, seulement de la certitude stérile d'un registre qui ne reconnaissait ni la tempête ni la prière. Vous supposez, dit-il en tapotant l'article 23 avec un stylet, qu'on peut persuader le sable de se comporter comme la roche. Des codes existent pour décourager la persuasion. Abdullah inspira, sentant l'acoustique de la salle d'audience l'étouffer. Avec tout le respect que je vous dois, le Coran nous dit qu'Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, et qu'au sein de la création se trouvent des signes pour ceux qui réfléchissent.
Le sable est l'un de ces signes, son mouvement avertit, s'adapte, enseigne. Notre conception ne contraint pas la dune, elle l'écoute. Le code doit évoluer autant que le terrain. Certains intervenants froncèrent les sourcils en entendant les références théologiques, d'autres se penchèrent en avant, intrigués. Saïd prit enfin la parole. Le mandat du Conseil est la sécurité publique. Démontrer que des fondations adaptatives sont plus sûres que des fondations statiques dans les conditions que nous avons observées la semaine dernière, et l'article 23 s'adaptera en conséquence. Abdullah passa 2 nuits blanches à rassembler des preuves, graphiques comparatives de contraintes entre les pilotis conventionnels et ces manchons télescopiques, vidéos du séisme filmées par des drones internes, montrant des colonnes fléchissant comme des roseaux tout en rebondissant sans se fracturer, timelapse de marionnettistes orphelins empilant du sable en d'une miniature au sommet d'une plateforme vibrante, l'idée fantaisiste de Farid où des semelles flexibles restaient debout. Tandis que des maquettes rigides s'écroulaient. Lorsque le conseil se réunit à nouveau, Yasmine présenta le montage, concluant par une phrase simple, « La sécurité n'est pas l'absence de mouvement, c'est l'harmonie dans le mouvement ». Le vote fut adopté par 7 voix contre 2. L'article 23 obtint une nouvelle clause, et par extension, tous les futurs bâtiments le long du Golfe. La victoire juridique a cependant attiré l'attention au-delà des cercles d'ingénieurs. Les médias ont amplifié le récit jusqu'à ce que les investisseurs flairaient le spectacle planétaire. Un conglomérat technologique a proposé de financer une cérémonie d'ouverture immersive, casque de réalité augmentée, drone chorégraphié, diffusion en direct traduite en 10 langues. Abdullah a hésité, craignant la carnavalisation d'une structure née de l'humilité. Mais la cour de l'émir a vu l'occasion de faire de la maison un emblème de l'innovation post-pétrolière, un phare pour attirer des partenariats étrangers. Les contrats ont été rédigés plus vite que les échafaudages ne pouvaient être construits. Abdullah s'est demandé s'il avait simplement troqué une tempête de sable contre une autre. Il consulta de nouveau le cheikh Adil, qu'il rencontra à l'aube sous le même olivier. Le cheikh traça des croissants dans le sol avec sa canne, formant des mots sans parler. Finalement, il demanda, « Interdiriez-vous à un papillon de nuit de tourner autour d'une lanterne, tant que sa flamme reste pure ?»« J'ai peur que la flamme change de couleur, » répondit Abdullah. « Alors, versez de l'huile claire, » dit le cheikh, les yeux brillants. « Définissez vous-même la cérémonie avant que d'autres ne la définissent pour vous. » De retour sur place, Farid suggéra d'intégrer des calligraphies coraniques à la chorégraphie du drone ou des versets de miséricorde filant comme des rubans lumineux dans le ciel. Yasmine proposa que chaque superposition de casques révèle des couches invisibles de la structure de la maison, transformant les spectateurs en étudiants en physique plutôt que de simples consommateurs. Abdullah accepta à une condition, les orphelins raconteraient. Ils avaient vécu les tremblements et les berceuses de la maison, leur voix possédait un timbre authentique qu'aucune équipe marketing ne pouvait imiter. Les préparatifs se sont transformés en jours ultra rapides. Les programmeurs ont codé des séquences lumineuses réactives au vent, les électriciens ont installé des veines de fibres optiques sous le revêtement, Farid a supervisé les artisans qui ciselaient des carreaux de céramique aux motifs géométriques faisant écho au dernier ayat de la sourate Al-Ashr. La dune entière scintillait sous un réseau d'échafaudages tendus de capteurs et de drapeaux de prière brodés par les filles de Dar al-Amal. La nuit, les photons parasites des essais ont peint des constellations sur les nuages bas, et les marins, en ajustant leur boussole, ont cru apercevoir une nouvelle étoile se lever à l'intérieur des terres. Au milieu de cette frénésie se glissa l'ombre d'un sabotage. Tout commença par la disparition d'un jeu de gyrostabilisateur. Puis une console de diagnostic signala des pics de tension à des heures indues, comme si quelqu'un avait sondé les circuits de sécurité. Yasmine remonta les anomalies jusqu'à un identifiant temporaire du personnel à un identifiant émis, de façon inquiétante, au nom de Farid. Confronté, le maçon laissa échapper un rire tonitruant qui se transforma rapidement en fureur. Ensemble, ils découvrirent de fausses demandes de badges déposées par l'intermédiaire d'une société écran liée au consortium qui avait perdu le vote du conseil. La peur s'insinua dans la poitrine d'Abdullah comme un couteau froid, la maison résistait au vent et au tremblement de terre, mais la malveillance humaine exploitait des failles plus subtiles. Ils ont activé des protocoles d'urgence, des scanners biométriques à chaque porte, des communications cryptées pour les systèmes centraux et une réunion générale au cours de laquelle Abdullah a parlé ouvertement des menaces de sabotage. Nous répondons aux dommages avec la diligence requise, a-t-il déclaré, faisant référence au principe coranique de la riposte proportionnelle. Mais nous ne répondrons pas au sabotage par la suspicion entre nous. La confiance reste notre meilleur atout. Pendant 48 heures tendues, les techniciens ont passé les circuits au peigne fin tandis que les pilotes de drones effectuaient des répétitions en mode restreint. Aucune autre brèche n'a été découverte. Certains pensaient que le saboteur,
voyant la sécurité renforcée, avait abandonné le site. D'autres le soupçonnaient de rester en attente. Farid conseillait la vigilance sans paranoïa, même une dune abrite des scorpions, mais elle abrite aussi des nénuphars après la pluie. Le jour de la cérémonie s'élevait sous un ciel trop clair, trop immobile, un silence qui semblait retenir son souffle. Des milliers d'invités se sont succédés le long des passerelles vitrées, chacun équipé de casques légers programmés avec des couches de révélation architecturale. Les orphelins, vêtus de tuniques de lin impeccables, ont pris place sur des balcons équipés de microphones directionnels. Abdullah portait un kurta anthracite, les paumes humides malgré la sécheresse du désert, et a récité le bismillah avant de monter sur l'estrade centrale. Au moment convenu, la danse s'éleva des minarets de Sirajan, se superposant au loin telles des tresses mélodiques. Alors que la dernière ayat al Falah s'estompait, des bourdonnements s'élevèrent de baies cachées, des lumières aux reflets aigmarines. En réalité augmentée, les invités virent chaque poutre, chaque encre plongée à travers le sable pour se fondre dans le calcaire, à noter d'équations et des notes d'accentuation dessinées à la main par Farid, un témoignage vivant de l'humilité face à l'innovation. Puis les voix des enfants s'élevèrent par-dessus les communications. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous vous accueillons dans une maison qui écoute le vent comme le cœur écoute le Coran. Il parlait du sirocco, du tremblement de terre, de la nuit de pluie et de boue, entremêlant souvenirs personnels et échos paraboliques de la sourate al-Baqarah. Tandis qu'il parlait, des bourdonnements se réorganisaient en lettres arabes cursives qui brillaient dans le bleu matinal Al-Rahman, Al-Rahim, des versets s'élevant au-dessus d'une foule émerveillée. À mi-parcours, un grondement sourd résonna dans les dunes, non pas les basses orchestrées par des caissons de basse, mais un grondement guttural naturel. Les capteurs signalèrent une chute de pression soudaine à l'ouest de la côte. Le système de communication d'Abdullah siffla avec la voix de Yasmine, courant thermique ascendant au-dessus du golfe, micro-rafale en approche. Ce phénomène, rare à cette distance au sud, pourrait engendrer un cisaillement du vent suffisamment fort pour perturber le vol des drones et secouer la chambre. Le rôle d'Abdullah dans le scénario prévoyait une bénédiction finale, au lieu de cela, il a basculé sur les canaux d'urgence. Rappelez les drones à l'altitude de repli. Positionnez les volets de façade sous le vent. Engagez les manchons variables en mode softlock. Les invités restèrent inconscients des techniciens qui s'affairaient. La narration des enfants vacillait sur un balcon, des rafales soulevaient leurs fiches. Abdullah se précipita, soutenant le plus jeune garçon, Karim, dont les doigts tremblaient. Ce n'est que le vent, lui assura Abdullah. Notre maison connaît son langage. Karim hocha la tête, son petit menton crispé par un courage qui dépassait ses 12 ans, et reprit sa récitation de mémoire, comme le fermier qui arrose son jardin sur une colline. Le vent s'intensifia à nouveau. Les drones vacillèrent, se recalibrèrent, reprirent leur formation. Farid se tenait près du mur de soutènement principal, une main posée sur le carrelage comme pour prendre son pouls. « Elle respire vite », avertit-il par radio. « Laissez-la expirer. » Abdullah actionna la commande manuelle, desserrant progressivement les câbles de tension afin que le cadre puisse légèrement s'incliner dans la rafale. Un air chargé de particules balaya les spectateurs, saupoudrant costumes et abaya de sable scintillant. Certains haltèrent, craignant l'effondrement, d'autres retirèrent leurs casques pour assister à la rencontre entre la férocité brute du désert et la grâce artificielle. Puis, presque théâtralement, la tempête s'apaisa. La maison se redressa tandis que les câbles se retendaient, les plaques de façade glissant vers l'arrière avec un soupir. Des drones se rassemblèrent au-dessus, prononçant un dernier mot, sabre patience avant de s'élancer vers le large dans une géométrie parfaite. Des applaudissements fusèrent, un coup de tonnerre qu'aucun sable ne put ensevelir. Le ministre Saïd s'approcha de l'estrade, sa cape fouettant ses talons. « Vous avez aussi chorégraphié la tempête » la taquina-t-il. Abdullah laissa échapper un rire teinté de soulagement. « Pas de ministre » répondit-il. « C'est la tempête qui nous a chorégraphié. » La nuit tomba, imprégnée d'une fraîcheur parfumée au jasmin, les lumières du banquet s'allumant entre les crêtes des dunes. Les invités se mêlèrent au bord des bassins réfléchissants où le clair de lune ondulait sur l'eau, telles des écritures argentées. Les investisseurs portèrent un toast à leur projet d'avenir, les érudits débattirent des interprétations des hadiths sur le sable et la persévérance. Mais Abdullah s'éclipsa sur la plus haute terrasse, où Farid attendait déjà, le regard fixé sur la Mecque invisible au-delà de la courbure de la terre. Ils prièrent 2 rakas en silence et en bonne compagnie. Une fois terminé, Abdullah remarqua le carnet de cuir de Farid posé sur la balustrade, les pages flottant au vent. « J'ai ajouté les dernières annotations » dit le maçon.
Il a sa place dans les archives de la fondation de la maison, désormais, et non dans la poche d'un vieil homme. Abdullah ouvrit la dernière page, s'attendant à des facteurs de charge, mais trouva un seul aya, Allah ne laissera pas votre foi se perdre. En dessous, Farid avait écrit, l'ingénierie sonore non plus. Un léger carillon retentit derrière eux, Yasmine appelait pour dire que les autorités municipales avaient demandé la présence d'Abdullah pour son discours de clôture. Il referma le carnet, serrant sa sagesse contre son cœur. « Je parlerai, dit-il à Farid, mais seulement si les orphelins se tiennent à mes côtés. » Farid sourit, ses yeux reflétant la lumière des étoiles. Alors la maison parlera à travers eux, à travers le vent, et à travers chaque grain de sable qui menaçait de l'engloutir. Ils descendirent ensemble, leurs pas légers sur une structure qui ne ressemblait plus à une ambition figée dans le béton, mais à une prière vivante poussant des ailes patientes. Alors qu'Abdullah s'approchait de la foule, Karim le remarqua et lui fit un signe de la main, les joues creusées par les triomphes de la journée. Abdullah leva la main en retour, sentant la dune sous ses semelles mouvantes, certes, toujours mouvantes, mais portant le poids de l'espoir humain avec une grâce à laquelle il pouvait enfin avoir confiance. Nuit, après l'inauguration spectaculaire, les vents du désert apportaient à Abdullah de nouvelles histoires telles des lettres écrites dans la poussière. Certaines parlaient d'espoir, des pèlerins quittaient leur route côtière pour prier sous l'orgue, affirmant que ces accords changeants apaisaient leurs angoisses aussi sûrement que la récitation de la sourate Yassine. D'autres murmuraient des ennuis, des magnats de l'immobilier faisaient pression pour cloner les fondations adaptatives de la maison afin de pouvoir ériger des complexes hôteliers de luxe au cœur de zones humides fragiles, sans se soucier de savoir si ces écosystèmes survivraient à l'insertion de racines métalliques. Abdullah arpentait la promenade extérieure à l'aube, observant comment le soleil levant polissait le revêtement, d'abord en or rose, puis en blanc, puis en un brun sable sobre qui s'harmonisait si parfaitement avec la dune qu'il semblait disparaître. Cette disparition semblait prophétique, si la maison était réduite à un plan directeur pour le profit, son âme pourrait tout aussi bien s'évaporer. 3 mois après son ouverture au public, une signature inattendue est apparue dans le journal des visiteurs, le docteur Leila Hassan, hydrologue de l'Initiative internationale pour la préservation du delta. Elle est arrivée avec une petite équipe de recherche et une valise pleine de cartes satellites montrant les variations des courants du Golfe. Autour d'un thé à l'hibiscus dans l'atrium, elle a déroulé des panneaux d'imagerie thermique sur une table de conférence. Les oscillations climatiques s'empilent comme des briques égarées, a-t-elle déclaré en traçant des tourbillons lumineux avec un stylet. Si les 2 prochaines moussons coïncident avec un cycle La Nina, nous pourrions assister à la formation de cyclones plus au nord que ce qui a été enregistré au siècle dernier. Les modèles d'ondes de tempête placent Sirajan et votre dune à l'intérieur du couloir d'impact. Yasmine feuilleta les projections, les lèvres pincées. Abdullah sentit son pouls vibrer au rythme des chiffres, la hauteur des vagues correspondait à la longueur des colonnes, la vitesse du vent frôlait les limites de conception de la maison. Nous avons conçu la maison pour une onde de tempête, dit-il, mais pas pour un ouragan stationné dans l'estuaire. Les yeux de Leila, sombres comme de la terre fraîchement retournée, s'adoucirent. C'est pour ça que je suis venu. La maison est le seul prototype à grande échelle d'une structure qui respire avec le sol mouvant. Si elle tient, nous pourrons appliquer ces principes pour protéger les villages côtiers le long du croissant côtier. Mais nous avons besoin d'un essai en conditions réelles, des données sous de véritables contraintes de tempête, pas des simulations. Mon institut souhaite installer des réseaux de capteurs dans vos sous-niveaux avant la saison des cyclones. Les représentants des investisseurs s'inquiétaient de leurs responsabilités, les responsables marketing salivaient à la lecture des gros titres, le ministre des Sciences de l'émir promettait un soutien conditionnel à une presse positive. Abdullah ferma les yeux, évoquant à nouveau le verset coranique qui avait marqué le début de ce voyage, la parabole de la charité d'un jardin sur une colline fertile bénie par une double pluie. Dans le tafsir érudit, cette double pluie est souvent une miséricorde superposée sur une miséricorde, mais sur sa dune, la double pluie pouvait littéralement se déverser sous forme de cellules orageuses jumelles. La parabole était peut-être moins une mise en garde qu'une invitation, dépensez votre fortune pour obtenir la satisfaction de Dieu, même si cette fortune est du capital risque et que le plateau de dons est un ciel rempli d'eau. Il a installé les capteurs. En moins de 2 semaines, la maison bourdonnait d'ingénieurs installant des câbles de fibre optique dans les puits de drainage, l'équipe de Leila étiquetant chaque manchon d'ancrage avec des jauges de couple et des micro-hydrophones. Farid observait leur minutie tel un grand-père fier regardant des chirurgiens opérer un enfant devenu trop grand. Karim et les autres orphelins désormais résidents permanents et assistants en tant que guide junior aidaient à étiqueter les faisceaux de câbles d'une écriture bilingue soignée. Là où le vieux carnet de Farid enregistrait autrefois les équations de charge,
un nouveau jumeau numérique de la maison s'épanouissait sur des serveurs bourdonnants sous la cour, un hologramme en temps réel qui pulsait à chaque rafale, à chaque pas. Août arriva enveloppé d'humidité. Le désert ressemblait moins à une fournaise qu'à une bouilloire en ébullition. Les pêcheurs du port de Sirajan remarquèrent que le niveau de l'eau montait chaque matin, faible mais inexorable. Le ciel de l'aube brillait de cuivre pendant des heures, comme si le lever du soleil lui-même s'était arrêté, incapable de s'élever dans l'air épaissi. Un soir, le ministre Saïd appela de la capitale, les images satellites montraient une dépression tropicale filant vers le golfe, projetée pour se creuser sur des eaux dont la température devrait dépasser de 2 degrés la moyenne. Les modèles d'atterrissage pointaient leur cible quelque part entre Sirajan et le promontoire rocheux de la péninsule où une marge d'erreur suffisamment large pour engloutir la chambre. Les protocoles d'urgence furent activés. Les invités furent évacués, des guides guidèrent les familles vers des abris renforcés plus à l'intérieur des terres. Pourtant, Abdullah insista pour que l'équipe principale reste, ainsi que les scientifiques de l'ELA, abandonner la maison avant que la tempête ne perde les données qu'ils cherchaient. Yasmine objecta, puis se souvint des enfants autrefois abrités entre des murs inachevés et acquiesça, bien que ses yeux aient été emplis d'une terreur cachée. Karim supplia de rester, la maison a besoin de ses compteurs, mais Abdullah lui fit prêter serment sur le Coran de partir avec les orphelins. Les larmes de Karim mouillèrent les bords de la calligraphie tandis que Farid glissait une boussole pliée, pointant vers la Mecque, dans la paume du garçon. Au lever du soleil, la ville résonnait de ses sirènes. Le golfe s'aplatissait, tel un étrange disque de verre sous des nuages meurtris. Abdullah arpentait le périmètre des dunes en récitant Ayat al-Kursi, saupoudrant des poignées de sable comme des ablutions symboliques. Il retrouva Léla sur le toit terrasse, où le vent leur arrachait les mots. Ils communiquaient par hochement de tête, les capteurs étaient verts, le couple d'ancrage dans les limites de la tolérance, les batteries de secours pleines. Farid fit ses ablutions avec de l'eau en bouteille et dirigea une courte prière collective, 4 ingénieurs, 2 scientifiques, un architecte et un maçon, le front posé sur le carrelage poli de la maison. Les heures s'écoulaient. La pluie tombait de travers grossière, presque granuleuse, mêlant poussière et sel en nappes qui piquaient le revêtement. Des semelles variables sifflaient, libérant de micro-explosions d'air comprimé pour soulager les contraintes latérales. À l'intérieur de l'orgue, des anches de cuivre gémissaient comme un cœur lointain de naufragés. Le son déstabilisa un technicien, Abdullah l'encouragea à le présenter comme un dikr, un souvenir en syllabes métalliques. Puis le mur de l'œil a frappé. Les écrans d'instrumentation explosèrent de couleurs, chute de pression aussi brutale qu'une guillotine, rafale de vent à 180 km/h. La maison pencha ses manches s'allongeant de 4 cm haut pour affronter la tempête. Dehors, les dunes elles-mêmes migraient, leurs crêtes se détachant pour s'écraser contre les bermes de soutènement. Les écrans clignotaient en orange tandis que des dalles flottantes sous les couloirs souterrains roulaient sur des joints hydrauliques, protégeant la superstructure mais s'inondant jusqu'aux genoux d'une boue de saumure et de limon. L'équipe de l'ELA poussa un cri de joie où les données s'accumulèrent en gigaoctets mais leur bravade s'effondra lorsqu'une porte de service en acier grogna vers l'intérieur, ses charnières hurlant. Yasmine actionna les scellés d'urgence, verrouillant les compartiments. Les anches de l'orgue avant claquèrent dans les registres aigus, le son en direct se transforma en respiration saccadée. La maison semblait vivante et paniquée, telle une créature s'étouffant dans le sable en suspension. Abdullah se concentra sur les affichages, les charges d'ancrage atteignaient des pics proches de la ligne rouge, si les manchons ne se contractaient pas progressivement sous l'effet du vent, le repli risquait de provoquer des fractures par torsion des colonnes. Il déclencha une commande manuelle, ses doigts volant sur les touches haptiques tout en récitant l'introduction de la sourate Al-Fat, en vérité, nous vous avons accordé une conquête évidente. La conquête signifiait ici une porte d'entrée vers l'adaptabilité, il pria pour que la maison comprenne. Dehors, les bandes cycloniques tournaient, et avec elles la direction du vent oscillait de 160 degrés. L'algorithme d'Abdullah ordonnait au câble côté sous le vent de se détendre de 5%, et côté au vent de se resserrer de 3%, transformant ce qui aurait pu être un coup de fouet en une lente pirouette. La structure gémissait, mais telle une paume pliée par la tempête, elle ne se brisait pas. Dans une accalmie aux accents bibliques, un silence si soudain que les tympans résonnèrent, l'œil du cyclone se concentra au-dessus de sa tête. À travers une lucarne, Abdullah aperçut un cercle de ciel turquoise meurtri, cerné par une colère tourbillonnante. Il se souvint du hadith qudsi selon lequel la miséricorde d'Allah surpassait sa colère et sentit l'analogie gravée dans la météorologie. Farid, les yeux fermés, murmura le takbir, puis gloussa, même le ciel s'ouvre pour le sujoud. Mais ce répit fit naître une nouvelle menace. Des capteurs,
installés sur le flanc côté mer, détectèrent un affouillement, une onde de tempête creusée sous les dunes, creusant un chenal susceptible de saper les fondations des ancrages. Des images d'un drone submersible transmettaient des images troubles de sable emportées comme des grains aspirés par un sablier. La digue de Sirajan, toujours non réparée depuis le séisme, avait canalisé l'eau vers l'intérieur des terres, transformant les oueds en rivières qui se déversaient désormais dans le désert. L'Ela Alta, traçant des arcs d'effondrement sur des écrans. Si l'arrière de la dune se creuse, vos fondations vont se balancer en l'air. La gorge d'Abdullah s'assécha. Le génie de la maison résidait dans sa capacité à s'adapter aux variations de surface, et non à flotter sans soutien. Il leur fallait un remblai massif ou des centaines de tonnes de matériaux immédiatement. Les sacs de sable seraient inutiles. Yasmine calcula qu'il pourrait lester les ancres même, en pompant de l'eau de mer dans des ballastes internes initialement conçus pour moduler le poids lors de la dilatation thermique. Cela augmenterait la charge globale de la maison, abaissant son centre de gravité pendant le creusement de la dune. Risque, des réservoirs surpressurisés pourraient se rompre et fracturer les ponts inférieurs. Temps de décision, minutes. Abdullah demanda l'avis de Farid, le maçon, toujours laconique sous le stress, se caressa la barbe une fois. Mieux vaut lui noyer les pieds que les laisser pendre, dit-il, empruntant un proverbe sur les arbres près des plaines inondables. Léla acquiesça, l'eau de mer grondait déjà à travers les caniveaux, autant la réquisitionner. Yasmine enclencha le mode ballast, les vannes grondèrent tandis que les pompes aspiraient les eaux stagnantes qui se déversaient sur le périmètre. Les affichages numériques grimpèrent, plus 50 tonnes, 90, 1,20. La maison s'enfonça d'un demi-degré dans la dune, les câbles soupirant. Dehors, l'eau montait de la cheville au mollet, puis à la cuisse. Puis l'œil passa, la paroi sud du cyclone s'abattant sur lui avec des vents encore plus violents, mais l'élan de la vague s'inversa, l'eau aspirant vers le large. Des ballastes désormais lourds ancraient la structure, résistant à la traction. Pourtant, la succion creusait des brèches plus profondes. L'alimentation submersible révélait des cavités s'élargissant, les ancres pendaient comme des côtes exposées par l'érosion. Le cœur d'Abdullah battait la chamade, chaque battement de cœur fulgurait au souvenir des orphelins dormant dans ces couloirs, de la foi aux yeux écarquillés de Karim. Il murmura le verset, « Allah n'impose à une âme aucun fardeau au-delà de ce qu'elle peut supporter. » Il implora d'être digne de ce fardeau. Yasmine hurla, couple dans la limite tenez bon. Farid planta ses paumes sur une colonne, murmurant des prières plus anciennes que les plans. Les capteurs de l'Ela restituèrent la section transversale de la dune en temps réel. L'érosion ralentit, s'arrêta. Le lest et la flexion de l'ancrage formèrent un nouveau contrefort, l'eau creusa un espace, mais cette cavité se remplit du poids de l'ombre de la structure, assemblant sable et acier en une arche improvisée. Le flanc arrière de la tempête s'abattit, mais ne put le déraciner. À l'aube, la force du cyclone s'estompa en de sombres bourrasques. Les moniteurs, qui avaient pulsé pourpre, virèrent au vert. L'équipage épuisé entra en titubant dans l'atrium où l'eau boueuse léchait les sols en mosaïque. Abdullah gravit un escalier en colimaçon jusqu'à la terrasse. Les pentes des dunes semblaient déchiquetées, ensanglantées par le reflux des courants, mais sous lui, la maison se dressait, bourdonnant comme un poumon fatigué mais intact. Il pria 2 racasses de chucre des prosternations enfonçant le bout des doigts dans la pierre humide. Le soulagement, cependant, n'était qu'un mince voile sur la dévastation visible au-delà de la dune, le port de Sirajan était détruit, les boutres de pêche s'empilaient comme des jouets contre les entrepôts, les plantations de dattiers étaient rasées sous l'eau salée. Les messages d'urgence crépitaient, hôpitaux inondés, réseaux électriques en panne. Abdullah sentit le poids de la survie se transformer en responsabilité. La maison avait résisté au jugement, maintenant, elle devait servir. Il contacta par radio les coordinateurs des secours pour leur proposer ces salles résistantes aux inondations comme centre de triage. Ils acceptèrent avec une gratitude frénétique, les cliniques côtières étaient sous l'eau jusqu'aux genoux. En quelques heures, des bus accidentés remontaient la route d'accès en grondant, transportant blessés et déplacés. Les monte-charges devinrent des ascenseurs à brancards, la galerie de l'orgue avant fut transformée en infirmerie où des conduits acoustiques diffusaient des flux d'air stérilisants. Karim revint, conduisant des orphelins portant des cartons de provisions, la détermination éclipsant ses larmes. Ils distribuèrent du pain, des dattes, de l'eau purifiée par des condenseurs de toit encore fonctionnels après la tempête. Tandis que les survivants affluaient aux familles trempées, grand-mère serrant des corps trempés, Abdullah comprit le sens profond de la parabole, une maison sur le sable n'est folie que si elle est construite par vanité. Construite pour le service, elle devient une arche. La nuit enveloppait la dune d'un silence étouffé par les sirènes lointaines.
Parmi les lits de camp des réfugiés, Farid alluma une lanterne et commença à réciter la sourate ad-Duha, d'une voix rauque, par la clarté du matin et par la nuit qui se couvre d'obscurité. Les enfants se penchèrent, écoutant des versets plus anciens que n'importe quelle tempête. Léla, assise en tailleur, enregistrait les données des capteurs, s'arrêtant pour essuyer les larmes que le vent n'avait pas causées. Yasmine errait entre des lits de fortune, réajustant les bouches d'aération pour réduire les risques d'infection, tout en murmurant le dhikr. Abdullah se glissa dans le couloir submergé du sous-sol, seul, les pompes à ballast vrombissant doucement comme le battement d'une mer. L'eau scintillait sous les LED de secours. Il toucha l'acier, désormais lourd de la mer empruntée, et murmura sa gratitude dans la chambre résonnante. La maison répondit en goutte à goutte et en bourdonnement à un nouveau langage forgé pendant la nuit, mi-tempête, mi-écriture. Il imagina les futurs architectes étudiant ces murs, apprenant comment l'abandon pouvait être orchestré, comment la foi et le calcul pouvaient co-créer la survie. Au-dessus, le vent souffla un dernier soupir, puis se calma. Le clair de lune se reflétait sur l'eau de mer, teintant la dune d'argent, là où elle était beige. Alors qu'Abdullah remontait dans l'atrium, il aperçut Karim endormi aux côtés d'un pêcheur en convalescence, tous deux respirant à la même cadence. Il repensa au verset de la sourate Al-Baqara qui le hantait depuis le début, celui qui parle de dépenser ses richesses pour la satisfaction d'Allah, le comparant à un jardin frappé par une double pluie. La tempête avait effectivement été une double pluie, d'abord détrempée, puis ravagée, d'abord terreur, puis nécessité. Pourtant, le jardin tenait encore debout, ses racines plus profondes, à force d'être mis à l'épreuve. Il trouva Farid en train de lisser du sable humide pour en faire un lit plat sous une lanterne. Le maçon sourit faiblement. « Demain, la dune aura encore un aspect différent, dit-il. »« C'est déjà le cas, » répondit Abdullah. Farid fit un signe de tête en direction des réfugiés endormis. « Et nous aussi. » Dehors, le désert se préparait à rêver dans l'odeur du sel et du fer. À l'intérieur, la maison exhalait la vapeur de ballast par des valves d'un ambre brillant sous la lumière des étoiles comme de l'encens s'élevant vers un ciel voûté enfin apaisé, pour l'instant. L'aube s'est levée sur Sirajan 3 jours après le cyclone, aussi silencieuse que les cendres après un incendie. La ville était à moitié submergée par une eau saumâtre qui sentait l'huile de moteur et les mangroves déracinées. Depuis la terrasse de la maison des dunes, Abdullah suivait la ligne d'eau qui reculait d'un doigt toutes les heures, révélant des rues tatouées de bois flottés et de tapis de prière déchirés. Il gardait un bloc-notes sous le bras, les chiffres du triage d'un côté, les relevés structurels de l'autre, mais les chiffres se brouillaient chaque fois que son regard se posait sur le vieux port où les dômes des minarets émergeaient désormais d'un lac gris acier. À l'intérieur, l'orgue avant avait été réduit au silence, chaque anche enveloppée de gaz afin d'empêcher les agents pathogènes en suspension dans l'air de se propager dans les couloirs. Des médecins de Médecins sans frontières avaient réquisitionné la mezzanine de la galerie, transformant les rails de maintenance en laiton en support à perfusion. Farid se faufilait entre les lits de camp, distribuant de l'eau mielleuse et des bénédictions, la barbe humide de condensation, le regard illuminé par la même résilience qu'il avait autrefois observée dans les carrières de calcaire. Les câbles des capteurs de Léla servaient désormais également de conduit d'alimentation pour les moniteurs vitaux. Chaque improvisation reliait la survie, et chacune empruntait l'architecture de la maison comme les réfugiés empruntent le manteau d'un inconnu sans permission, juste par nécessité impérieuse. Le 4e soir, les générateurs toussèrent, à court de diesel. Abdullah convoqua un cercle de crise sous l'oculus central, où la lumière chaude des lampes s'étalait sur les tuiles fissurées. Yasmine dressa les courbes énergétiques, Léla superposa les prévisions de tempête, une autre onde tropicale semée depuis l'équateur, plus petite mais suivant le même couloir chaud. Le ministre Saed les rejoignit par liaison satellite, la barbe hirsute, les yeux cernés par l'insomnie. Nous n'avons plus de carburant, plus de routes intactes, et les antennes relais de télécommunication ne cessent de s'éteindre, dit-il. Et pourtant, votre maison est le seul centre de triage au-dessus du niveau d'inondation. De quoi avez-vous le plus besoin? Le temps, dit Abdullah. Suffisamment pour stabiliser le traitement des eaux et réacheminer les panneaux solaires du réseau urbain en ruine. Et nous avons besoin de constructeurs bénévoles qualifiés pour colmater les cavités d'affouillement qui se forment sous la dune. Si une deuxième tempête fait gonfler la nappe phréatique, nos ballasts ne nous permettront pas de réaliser un autre miracle. Le ministre promit du personnel, mais la logistique était lente, comme des serments portés sur des camions en panne. À la fin de l'appel, Abdullah resta assis, le dos contre une colonne, écoutant les pompes à cathéter et les cris lointains des nourrissons éventés par les élèves infirmiers.
Il récita de mémoire le verset qui était devenu sa boussole, la parabole de ceux qui dépensent leurs biens pour la satisfaction d'Allah et celle d'un jardin sur une colline fertile. Un jardin, pensait-il, n'est jamais fini, on le cultive chaque jour, sinon il se fane. Avant l'aube, un convoi grondait la pente d'accès des camions plateaux récupérés sur le fret de l'aéroport, les moteurs sifflant de l'eau salée de leurs pistons. À bord se tenaient des bénévoles, des maçons, des électriciens de micro-réseaux, et même des architectes rivaux qui s'étaient autrefois moqués de la folie d'Abdullah dans les dunes. Ils portaient des gilets de sauvetage dépareillés par-dessus des vestes de chantier fluo, leurs outils résonnant comme des percussions improvisées. À leur bar, Karim marchait à grands pas, un casque jaune plusieurs fois trop grand, la mâchoire serrée avec une assurance juvénile. Il brandissait la boussole de Farid comme un bâton de maréchal. On est resté coincé pendant des heures au pont effondré de l'Oued, Altaïl, mais on y est. Par où commencer? La voix d'Abdullah se brisa. Les tranchées de ratissage d'abord, parvint-il à dire. Ensuite, ce que tu veux entreprendre. Le travail s'est intensifié comme un battement de cœur. Des bénévoles ont hissé des gabions ou des cages grillagées remplies de pierres extraites en amont dans des ravins creusés par les crues et les ont empilés pour renforcer le flanc de la dune. Yasmine a supervisé le recablage des panneaux photovoltaïques détachés de panneaux publicitaires abandonnés, elle les a disposés le long de la façade ensoleillée de la maison, leurs micro-onduleurs absorbant les photons parasites même à travers le brouillard de poussière. L'équipe de Léla a installé des thermomètres à fibre optique dans les gabions, cartographiant chaque degré de fléchissement ou de résistance du sable. Ce qui était autrefois une merveille architecturale s'est transformé en un laboratoire vivant d'ingénierie humanitaire. Alors que les heures se transformaient en jours, les grandes lignes de la maison se camouflaient sous des bâches et des plateformes de service public. Les journalistes, exclus de la plaine inondable, spéculaient à tout va, la balise du désert est-elle en panne? Abdullah ignorait les gros titres, il avait peu de temps à perdre avec les tentes de triage qui se remplissaient. Pourtant, la politique s'infiltrait par toutes les fissures. Un soir, un émissaire du consortium des complexes hôteliers de luxe arriva en hélicoptère, les bottes impeccables, tandis que la boue suintait les chevilles de tous. Il loua la résilience de la maison et proposa un mémorandum brillant, ouvrir un hôtel de marque utilisant ses fondations adaptatives brevetées au permis accéléré, pourcentage des bénéfices reversés au secours après le cyclone. Les gens recherchent des symboles de sécurité, a déclaré l'émissaire. Vous en avez créé un. Répliquons-le à l'échelle mondiale, et les profits financeront la philanthropie. Abdullah vidait les cendres d'un brasero improvisé, les yeux fixés sur le charbon orange qui reflétait la lueur des braises des lanternes de Farid. La sécurité n'est pas une marchandise, répondit-il. C'est une amana, une confiance. Il déclina, sachant que son refus pourrait lui coûter des financements futurs, mais qu'il ne pourrait pas comptabiliser certains bénéfices. Cette nuit-là, il gravit l'échelle de sable jusqu'au toit de la maison. Les tempêtes avaient raboté la crête de la dune en une silhouette déchiquetée, pourtant, les étoiles voletaient au-dessus, telles des vers en vide. Farid arriva avec 2 tasses en fer-blanc de café à la cardamome, dont la vapeur montait dans l'air froid. Tu as repoussé le marchand à la langue d'argent, observa le maçon en lui tendant une tasse. La plupart des hommes négocient avec les rois, toi, tu négocies avec les sourates. Je crains que la cupidité ne nous anéantisse plus vite que n'importe quelle tempête, dit Abdullah. Il sirota une gorgée, son pouce apaisant tandis que la caféine s'accumulait. Pourtant, la maison aura besoin de fonds pour des réparations à long terme. Tant de gens s'y accrochent maintenant, attachant leurs espoirs à ces murs comme des marins s'attachent à leurs mâts. Farid était assis sur une poutre, le craquement des vieilles articulations résonnant. L'espoir n'est pas un fardeau, c'est un lest, dit-il. Il maintient le navire à flot dans un courant moral. Un clair de lune cuivrée dessinait sur son visage, creusant les rides. Quand tu as dessiné cette maison pour la première fois, tu as écrit en marge, que la structure récite le Coran. Elle le fait, plus clairement à chaque épreuve. Mais souviens-toi, réciter sans comprendre n'est que du son. Ouvre ces dessins au monde, enseigne aux autres ce que ces tempêtes t'ont appris. Cette suggestion suscita un frisson de libération. Les plans étaient protégés par des accords de confidentialité avec les investisseurs, leur divulgation risquait des poursuites judiciaires. Pourtant, chaque jour, il voyait des infirmières stériliser de la gaz sous des bouches d'aération et des pêcheurs recharger des radios à partir de panneaux recyclés. Le savoir acquis en temps de crise lui semblait une zakat due. Il a rédigé un manifeste Le Pacte du Sable Ouvert déclarant les fondations adaptatives libres de brevets pour les régions vulnérables au climat,
à condition que toute conception dérivée inclue des dispositions pour un refuge public en cas de catastrophe. Yasmine a peaufiné les annexes techniques, Leila a ajouté des clauses environnementales, Farid a inséré, dans une calligraphie arabe fluide, un verset de la sourate Al-Ashr, tout ce qui provient de la grâce d'Allah, il le remet à son messager afin qu'il ne circule pas uniquement parmi les riches. Karim a insisté pour qu'une préface pour enfants soit dessinée au crayon, une coupe simplifiée de la maison intitulée « Mur respirant, sol à l'écoute ». L'alliance a été mise en ligne sur des serveurs décentralisés, reproduite par des bénévoles sur 3 continents, avant que les équipes juridiques ne puissent émettre des injonctions. L'acclamation publique a surpassé les protestations des entreprises, les ONG internationales ont promis un partenariat. La Cour de l'émir, percevant les vents géopolitiques, a annoncé une initiative du Golfe pour une architecture résiliente, nommant Abdullah conseiller principal. Ainsi, les projets ouverts ont progressé plus vite que les fronts de mousson, des écoles en adobe en Mauritanie ont coulé leurs fondations, des cliniques construites dans la mangrove au Bangladesh ont soudé des manchons télescopiques à partir de coques de navires recyclés, des villages de montagne en Afghanistan ont sculpté des dalles flottantes sur des éboulis sujets au glissement de terrain. Chaque construction citait l'Alliance, chaque constructeur inscrivant un verset de miséricorde dans le sol de fondation. De retour à Sirajan, les eaux de crue se retirèrent suffisamment pour permettre la réouverture des étals du marché, mais les hôpitaux continuaient de déborder. La maison, mi-hôpital, mi-prototype, vibrait jour et nuit. Lors d'une rare accalmie, Abdullah trouva Farid en train de somnoler dans l'orgue avant, la tête appuyée sur un rouleau de corde. Les anges de cuivre bourdonnaient doucement, accordés par la brise revenue. Abdullah s'agenouilla pour couvrir les épaules du maçon d'une couverture, remarquant le halo de pâleur sous sa barbe. La respiration de Farid était saccadée, lente et superficielle. Une pneumonie transmise par le cyclone, diront plus tard les médecins, ses poumons marqués par la poussière avaient atteint leurs limites. Le vieux maçon refusa l'évacuation. Il demanda à rester dans la maison qu'il avait accouchée. Les médecins obéirent et installèrent un lit de camp sur une mezzanine surplombant le jardin de l'atrium où des plantes grasses, irriguées par les eaux grises, fleurissaient d'un rose pâle. Yasmine installa une ligne d'oxygène. Leila plaça à côté de lui une tablette diffusant en direct les données des capteurs ou des données qu'il pouvait suivre comme un chapelet de chiffres. Abdullah veillait la plupart des nuits, récitant la sourate Ar-Rahman, guidé par le refrain « Lequel des bienfaits de ton Seigneur nieras-tu » Farid le rejoignit jusqu'à en perdre le souffle, puis écouta, le regard brillant de malice, même dans sa fragilité. Un matin, alors que le verset comparait les perles cachées dans les huîtres aux bonnes actions, Farid saisit le poignet d'Abdullah, le pouls faible. « Elle écoute » murmura le maçon. « Promets-moi qu'elle ne s'arrêtera jamais. »« Elle ne le fera pas » répondit Abdullah, les larmes brouillant les silhouettes de roseaux au-dessus. « Moi non plus. » Le regard de Farid se porta vers l'oculus, l'aube le peignant. Dans un dernier souffle, aussi doux qu'un grain de sable qui se dépose, il le lâcha. Ils le baignèrent avec de l'eau de mer distillée pompée la nuit de la tempête, l'enveloppèrent d'une mousseline taillée dans de la gaze d'orgue avant et le transportèrent à Maghrib à travers la dune. Karim menait le cortège, la boussole alignée, tandis que les ouvriers tenaient des lanternes à piles dont la lueur traçait le chagrin en lignes ambrées. Ils enterrèrent Farid au pied de la dune, là où des tranchées de fouilles désormais fortifiées par des gabions rencontraient le sable encore humide. Alors qu'Abdullah laissait tomber 3 poignées de terre sur le tissu, il sentit les manchons d'ancrage s'ajuster profondément en dessous, léger mais perceptible un salut d'ingénieur. Dans les semaines qui suivirent, la mousson déclina. Les réseaux électriques furent rétablis, les réfugiés retournèrent dans leur maison à moitié détruite. La maison, bien que meurtrie, continua de bourdonner. Des enfants venaient chaque semaine réapprovisionner l'infirmerie qu'ils avaient autrefois habitée, ils caressèrent les joints des roseaux, désormais plus soudés grâce à la dernière modification de Farid de sa dernière note marginale, un roseau chante plus juste avec du laiton trempé. Leila se lança dans l'analyse de données, publiant des résultats qui redéfinirent les codes de construction côtiers, de Mombasa à Mimbé. Yasmine, à qui l'on proposa des postes lucratifs à l'étranger, choisit de superviser des académies de formation pour ingénieurs du Golfe, dont le programme s'intitulait « Intendance dans un monde en mutation ». Le ministre Saïd a proposé une plaque commémorative pour Farid, le maçon qui a appris au mur à prier. Abdullah a approuvé à condition que la plaque inclue un code QR renvoyant au dépôt ouvert du Covenant. Que son héritage soit mis à profit, a-t-il déclaré, et non simplement admiré. Le 40e jour, après les prières de la janaza et les repas communautaires du souvenir, Abdullah gravit seul la crête de la dune restaurée. Le crépuscule drapait le désert d'indigo,
mais la maison rayonnait de l'intérieur où une énergie captée par des panneaux publicitaires réutilisés alimentant des guirlandes de LED à faible chaleur qui dessinaient ses courbes comme des veines lumineuses. Il portait le carnet de cuir de Farid, aux pages tachées d'eau lisible. Au dos, il découvrit une autre inscription inédite, un croquis de la maison éclipsée par les dunes, légendé à l'encre en boucle, tout ce qui est construit sur le sable redeviendra un jour du sable, sauf ce qui est construit sur l'intention. Il ferma le livre et le glissa sous son bras tandis que la dent pour Visha s'abattait en cascade sur les minarets fraîchement reconstruits. Le vent porta l'appel jusqu'à ce qu'il se mêle à la voix ouverte de l'orgue, un duo imprévu entrelaçant dévotion humaine et souffle architectural. Abdullah murmura, Alhamdoulilah. Puis il se tourna vers la descente, vers les rondes nocturnes, vers les pêcheurs blessés nécessitant des sutures, vers les projets de cliniques au pied de mangroves et de digues respectueuses des coraux, inspirés par une maison qui avait appris à s'incliner. Derrière lui, la dune s'affaissa légèrement, les ancres fléchissant comme des muscles dans un sommeil réparateur, et à chaque ajustement minutieux, la maison répondit par un accord ni de chagrin ni de triomphe mais de continuation, le son de la persistance écrit dans le sable, porté par le vent, récité comme le Coran verset par verset, sans fin.